Michel, si tu veux. Oui, je veux bien dire un mot, oui. C'est pas moi qui ai donné le titre de cette exposition. Non, commençons pas par culpabilité. Non, mais c'est pas. En tout cas, j'aime bien me laisser faire, mais enfin, je trouve ça pas mal. C'est pas moi qui ai donné le titre. Il est pas mal d'ailleurs. Pas mal. Celui qui l'a donné comprend un peu ce que j'ai envie de dire en général. Mais j'aurais pas dit ça. Bon, il n'y a pas de monstre. De toute façon. Bon, écoutez, je suis heureux d'être parmi vous. Je me demande toujours pourquoi. Enfin, c'est la deuxième fois que je viens. Oui, Bon, c'est beaucoup. je me demande bien pourquoi je viens d'abord, déjà. Et pourquoi vous m'invitez. C'est une question indiscrète, ça. Continue. C'est par pure amitié, parce que Non, dans le fond. parce que tu n'es pas ennuyeux. Non, j'ai rien à faire avec la psychanalyse. Peut-être un peu plus avec la postmodernité. Ça, en effet, mais j'ai pas de compétences. Je viens d'écouter avec intérêt, par exemple, ce que vous disiez, mais vraiment, ça me passe comme ça, tout à fait au-dessus de la tête. Excusez-moi. Non, non, pas du tout. Pas de compétences, je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'appétence. Ça commence très mal. Maintenant, ça se passait bien. On va laisser ouvert comme ça. Par contre, la figure de Jung, puisque j'ai vu quand même qu'elle était là bien présente, Absolument. m'intéresse beaucoup, toujours avec la même attitude, qui est une attitude, dans le fond, de Candide. Et chaque fois que j'ai lu Jung, je le conseille d'ailleurs à mes étudiants, fréquemment, en disant, non pas en tant que psychanalyste, mais là, de point de vue, j'en sais pas si je suis sociologue, en tout cas comme penseur, il me paraît être inspirant. Et il peut nous permettre d'être comme ça, un levier méthodologique pour saisir des quantités de choses. La publicité, le vivre ensemble, comme vous l'appelez, le vivre ensemble actuellement, est de ce point de vue intéressant. Alors, par rapport aux quelques mots que je peux dire sur le titre que vous avez choisi me concernant, c'est vrai que c'est pour moi une des questions obsédantes en général, mais là, l'obsession dans le sens simple du terme, l'obsession purement théorique, bien évidemment, depuis une quarantaine d'années que j'écris, c'est dans le fond comment on se comporte par rapport à l'autre. L'altérité, dans le sens large du terme. Et dans le fond, il y a un va-et-vient, je vais le dire au travers de deux mots très simples, entre une réduction de l'autre au même, ou le fait de maintenir l'autre comme autre. Voilà, en gros. Et je qualifie cela, dans le premier cas, d'une conception dramatique. Il y a une solution, il y a une résolution. La modernité, pour moi, est dramatique et va s'employer, en quelque sorte, à faire qu'il n'y ait plus de l'autre, mais qu'il y ait du même. Alors que ce qui me paraît être en jeu dans la situation prémoderne, et pour moi, dans ce que j'appelle la postmodernité, faute de mieux, ça c'est le tragique. Il faut faire avec. Il faut dépatouiller. Et on peut le dire d'une manière plus brutale et plus vulgaire que ce que je viens bien sûr de dire. Voilà en gros ce qui est mon propos, étant entendu qu'il y a dans le fond le mot que j'aime bien actuellement de rappeler, pour ne pas dire au balancement dans les histoires humaines. Il faut toujours, comme ça, quand on est un peu savant, donner des mots apparemment savants. Donc, c'est ce mot de balance, la palingénésie. C'est-à-dire que, dans le fond, quelque chose qui fait qu'il y a une jeunesse qui, toujours, à nouveau, rappelle ce que l'on avait oublié, en quelque sorte. Ça, on le retrouve d'ailleurs constamment dans les histoires humaines. Je pense aux stoïciens, bien sûr, qui vont parler de ce point de vue de la reconstitution, l'apokastase, quelque chose qui fait qu'il y a du retour, pas exactement au même niveau, c'est mon propos. Dans la biologie, et je n'ai pas là non plus beaucoup de compétences, mais on sait bien comment, dans le fond, les plantes se nourrissent des minéraux, les animaux des plantes, les humains des animaux, ça c'est typiquement la palingénésie. Le fait qu'il y a à la fois de l'impermanence et de la continuité dans ce qui constitue, faute de mieux, notre nature humaine. Là, si je le dis en termes un peu plus sociologiques, là aussi ce sont des mots qui à la fois sont très simples, et vous verrez pourquoi je les emploie ici, c'est Vilfredo Pareto,
qui montre, il le dit à sa manière, qu'il y a toujours des résidus et des dérivations. Les résidus, c'est ce qui reste, les archétypes. Mon maître Gilbert Laurent dirait des structures anthropologiques. Et puis, comme on ne peut pas se satisfaire de ces résidus, qui sont à la fois assez simplés, en fond, coucher avec l'autre, aimer l'autre, se battre avec l'autre, voilà, quelques résidus, on est obligé de mettre de la sauce autour. C'est ça la dérivation. Il y a un type d'idéologie, des grands systèmes interprétatifs qui, dans le fond, ne vont faire que dériver autour de ce substrat de base que sont les résidus. Alors, juste avant d'aborder cette dichotomie dramatique et tragique, rappelez tout de même, et là, moi, c'est un de mes adages, chaque fois qu'on a l'imprudence de m'inviter, je le redis, c'est que il y a une immense difficulté à saisir l'impermanence et la continuité. Le fait qu'il y ait des structures, ou des résidus, peu importe, et en même temps que l'on soit obligé de les parer, de les habiller de diverses manières, parce que notre manière de penser, théoriquement, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, c'est le causalisme. Je rappelle pour mémoire d'ailleurs que ce causalisme vient essentiellement de cette vieille idée augustinienne, Dieu causa sui. Donc il y a d'abord une cause initiale, et puis après on va décliner cette cause initiale. Si je le dis encore en latin, post hoc ergo propter hoc. Après cela, donc, à cause de cela. Ça, c'est notre cerveau reptilien, et c'est ce causalisme, même un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans savoir, eh bien, nous faisons un peu ce causalisme. Alors que le propos, moi, qui est le mien, pour rendre attentif à ce balancement des deux grandes structures qu'on retrouve sur 2000 ans de temps, c'est le fait qu'il y a des formes causatives, pas du causalisme. Les formes causatives, c'est en quelque sorte, c'est l'imaginaire, c'est l'ambiance, c'est l'esprit du temps. On est pris dans quelque chose. Et puis, tout comme dans le fond il y a des changements climatiques, stricto sensu, il y a aussi des changements climatiques dans l'esprit. Et c'est ce qui va amener le balancement, le changement qui est en jeu, même si on n'en est pas conscient, bien évidemment. Encore une fois, ces deux grandes structures qui vont se succéder, pas exactement au même niveau, mais dans le fond, c'est ce mécanisme-là qui me paraît important de rappeler, et qu'il est difficile à dire pour les raisons que je viens d'indiquer. Quelqu'un comme Sloterdijk dit parce qu'il y a des routines philosophiques. Si je le dis en des termes beaucoup plus simples, c'est parce que nos évidences théoriques, quelles qu'elles soient, nous empêchent de voir ce qui est évident. En termes plus vulgaires, ce qui crève les yeux. Donc dans le fond, c'est là, et cela, on ne veut pas le voir, ou peut-être là, faudrait-il bien évidemment faire référence à Lacan, c'était aussi une figure que vous aviez mis là-dessus. Alors, à ce moment-là, peut-être, là encore, dans une perspective, alors là, qui d'un point de vue théorique est la mienne, une perspective phénoménologique, il faut revenir aux choses mêmes, à la source. Vous savez que la perspective heideggerienne ou husserlienne, c'est le Schritt zurück, quelque chose qui va faire on traduit le retour en amont. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'aval que de l'amont. Mais en tout cas, le fait que ça nécessite qu'on sache se dépayser dans le sens simple du terme. On quitte en quelque sorte le pays abstrait pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus enraciné. Et là, mon propos, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est Dionysos, qui est bien sûr une divinité chthonienne, à l'opposé d'Apollon, qui lui est une divinité ouranienne. Voilà, si vous voulez, les figures emblématiques de ce balancement qui me paraît important d'avoir à l'esprit. Voilà, c'est donc à partir de là que je souligne qu'il y a dans la pensée savante, sous ces diverses modulations, moi les quelques grands systèmes qui s'élaborent au XIXe siècle, positivisme, fonctionnalisme, marxisme, freudisme, constituent actuellement une doxa savante, une opinion commune que l'on n'ose pas remettre en question, mais qui dans le fond conforte l'espèce de décalage très fort qui existe entre une pensée critique, celle du jugement, et puis une observation empirique. Pour moi, l'observation empirique, elle est simple. La vie quotidienne est un mixte de cruauté et de tendresse. C'est intéressant de voir comment, dans le fond, je citais tout à l'heure la publicité,
bien elle est faite de poils, de peau, d'humeur. Il suffit de voir le cinéma pour voir les enfers et les sorcières. Et il suffit de regarder les affiches pour se rendre compte que ce désenchantement du monde qui avait caractérisé la modernité laissait la place à une sorte de réenchantement du monde, pour le meilleur et pour le pire. Bien évidemment, le théâtre ou la chorégraphie, c'est le sang, le sperme, la performance. La musique, c'est la musique techno, gothique, c'est Eminem. Enfin, vous voyez, toute chose qui, dans le fond, va valoriser dans le quotidien la fascination du bandit, la fascination pour le crime. Pour moi, un des éléments forts de cette postmodernité naissante, c'est un réensauvagement du monde, et l'actualité n'est pas avare de ces formes multiples de ce réensauvagement. Alors, donc c'est ça, que j'appelle drame tragique. Le drame, dans le fond, consiste, au plus proche de son étymologie, dramodramène, à postuler le fait qu'il y ait un dépassement de l'animal. Le tragique consiste uniquement à homéopathiser cet animal, ne pas le nier ou ne pas le dénier. Le drame repose sur l'idée qu'il y a bien évidemment une solution, une résolution. Alors, en deux temps, deux caractéristiques de ce qu'on est en train de quitter, ce drame, même si, et je ne peux pas ici développer, ça serait une autre forme d'exposé, même si institutionnellement, nos grandes institutions éducatives, politiques, sociales, restent sur cette conception dramatique. C'est-à-dire le fait qu'il y a là un décalage très fort entre l'officiel et l'officieux. L'officiel est fondamentalement dramatique, l'officieux, je le dirais, est beaucoup plus tragique. Cette idée cette conception optimiste dans le fond du monde, moi je la vois dans une formule, j'ai oublié d'amener le texte que je lisais encore hier là-dessus, mais je cite toujours Saint-Augustin, mais on va le retrouver constamment dans toute la tradition chrétienne, c'est que le mal n'a pas d'existence en soi. Pour Saint-Augustin, le mal est une privatio boni. C'est-à-dire, en France, qu'est-ce que ça veut dire privatio boni? C'est-à-dire que ce n'est qu'une privation du bien qu'on va pouvoir dépasser un jour ou l'autre. Il n'y a pas de vraie structure du mal, il n'y a pas une substance. La vraie substance, dans le sens fort du terme, c'est le Dieu bon, et la substantification, en quelque sorte, de la déité. Et donc, dans le fond, on voit qu'il y a toujours possibilité, dès lors, de dépasser ce mal. Alors, c'est dépasser le mal, dépasser le péché, dépasser le dysfonctionnement, peu importe en la matière, il y a possiblement cette capacité de le dépasser. Et comment cela se fait-il? Là encore, un instrument logique qui est à notre disposition, c'est la dialectique. Thèse, synthèse, antithèse, synthèse. Il y a toujours possiblement cette capacité d'arriver à dépasser. Voilà, ça c'est pour moi le cerveau reptilien, cette tradition qui par après va se décliner sous ces diverses modulations. J'ai bien dit, encore une fois, tous les grands systèmes d'émancipation du XIXe siècle, qui sont la forme profane, Marx le dit bien d'ailleurs dans la question juive, la politique c'est la forme profane de la religion, c'est les grandes théories de l'émancipation, la religion chrétienne, ce que la religion chrétienne a voulu faire dans le ciel, nous allons le faire sur la terre, mais fondamentalement sur cette même structure qui est une structure de dépassement du mal, encore une fois, ou dépassement du péché, peu importe la forme. Et donc, la dialectique est la structure inconsciente, en mon sens, de tous les grands systèmes d'émancipation du XIXe siècle, et par après va se capillariser, bien évidemment, dans l'ensemble du corps social au travers des diverses formes éducatives qui sont les nôtres, qui sont encore institutionnellement les grandes formes éducatives, même si on se rend compte, et là, de ce point de vue, empiriquement, nombre d'exemples le montrent, il y a tout cela est bien pourri, ne fonctionne plus très bien. Mais la première structure, c'est ceci. La seconde caractéristique essentielle de cette tradition dramatique, le mot savant, je propose, qui est une exception, ce qui souligne le fait que c'est une exception culturelle et culturelle, c'est la sotériologie. Il y a un salut, quelque part. Alors, un salut individuel, un salut collectif, il y a une vraie vie après la vie. Et là encore, c'est pour moi les deux grands noms qui ont marqué la modernité, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est celui que j'ai cité il y a un instant, Saint-Augustin, et le second, c'est Karl Marx, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'il y a une perfection possible. C'est le grand idéal de la perfection. Je poserai à ce terme quelque chose tout à l'heure. Et donc, dans le fond, la tradition sotériologique repose sur le fait que on peut arriver
à un plus-être, à un bien-être, à quelque chose, encore une fois, retenons ce qui est à l'origine même du drame, il y a une solution, une résolution. Voilà, c'est ça. C'est ce grand optimisme anthropologique qui, sur 2000 ans de temps, a marqué la tradition chrétienne. Et il faut bien dire que, à la fin du XIXe siècle, il y a une espèce d'occidentalisation du monde. Dans les camps des marchands, au bout des baïonnettes des soldats, avec au bout de la Bible des missionnaires, eh bien, ces valeurs de perfection et ces valeurs, encore une fois, de dépassement de ce qui était pour les médias un pis-aller, va envahir le monde dans son entier. Bon, il y a deux dates pour parler de cette occidentalisation qui sont symptomatiques. 1868, quand le Japon ouvre ses ports pour ce qu'il est aux navires européens, quand l'empereur Meiji fait venir les juristes prussiens et lyonnais pour faire la constitution Meiji, et 1888, quand le Brésil met sur ses bannières le mot d'ordre d'Auguste Comte, ordre et progrès. On a là le spectre de l'idée de perfection. Encore une fois, gardons ce terme dans son sens simple, cette occidentalisation du monde, ce devenir chrétien en quelque sorte, ou ce messianisme potentiel qui a caractérisé le monde dans son entier. À mon sens, il y a quelque chose d'autre qui est en jeu actuellement. Un petit apologue, en m'inspirant de mon maître Gilbert Durand, pour rendre attentif à cela, Durand fait une distinction dans les structures anthropologiques de l'imaginaire entre le régime diurne de l'imaginaire et le régime nocturne de l'imaginaire. Et ce qui a caractérisé la conception dramatique, c'est le régime diurne. Durand voit il caractérise ce régime diurne par ce qu'il appelle des objets contondants, des objets dressés. C'est le soc de la charrue, symbole de l'industrie, qui va dominer le monde, jusqu'à le dévaster éventuellement. C'est le glaive qui tranche, qui dit le vrai du faux, qui est celui du juge et celui de la raison souveraine. Et c'est le phallus dressé, le logos spermatikos, qui fait qu'on va... Le sens est projectif. Et donc, dans le fond, dans le régime diurne, qui caractérise bien cette dimension que je viens de dire, verticale, eh bien, il y a, en fonction d'un Éden à atteindre, quelques instruments qui nous permettent de l'atteindre. Voilà les trois grands éléments, j'arrête là-dessus. D'une part, le mal n'a pas d'existence en soi. Deuxièmement, il y a une perfection possible, il y a un salut individuel ou collectif. Et troisièmement, il y a des instruments pour y arriver. Je viens ici de les indiquer. Voilà, je dirais, le diagnostic. Moi, je l'ai décliné de diverses manières dans mes divers livres, mais dans le fond, en redisant toujours la même chose, c'est-à-dire ce que je viens ici de rappeler en termes de diagnostic. À mon sens, il y a, et c'est là où, pour reprendre le titre de votre rencontre, alors vous avez mis épreuve, il y a défi, peu importe le terme, il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Je ne vais pas ici, je le préciserai s'il y a question, quelque chose d'autre qu'on appelle, faute de mieux, la post-modernité. Pour moi, quand je dis post-modernité, c'est post-monothéisme chrétien, post-grande valeur occidentale, etc. etc. Bon, alors ça peut se décliner, on peut trouver d'autres termes, mais fondamentalement, alors pour reprendre des mots plus connus, c'est le fait que le paradigme qui a caractérisé les 2000 ans de temps ne fonctionne plus. Ou l'épistémé, si je veux dire de manière foucauldienne, ne fonctionne plus, il y a autre chose. Alors là-dessus, moi je propose en termes comme ça, vous avez compris que je donne ici quelques idées. Comment cela s'opère-t-il? C'est pas en termes de rupture. Ça, la rupture reste encore un vieux schéma judéo-chrétien. Il y a une création du monde, il y aura une fin du monde, avec des scansions, révolutions, des trucs comme ça, qui ont bien marqué, encore une fois, en effet, cette tradition occidentale. M'intéresse plutôt, si je le dis, mais je le dis sans compétence particulière, ce que l'on retrouve dans des philosophies orientales, j'ai dit impermanence et continuité. Et il est un petit mot très simple que moi j'utilise dans mes analyses, dans mes conférences, dans mes livres, c'est l'idée de saturation. La saturation, c'est comment, à partir de ce qui cesse, quelque chose d'autre renaît. En chimie, la saturation, c'est les diverses molécules qui composent un cordon et ne peuvent plus rester ensemble.
déstructuration, mais dans le même temps, ces mêmes molécules vont rentrer dans une autre composition. Vous voyez, pour éviter, encore une fois, cette idée un peu trop dramatique, il n'y a plus rien. Donc, non, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et donc, à partir de ce qui cesse, eh bien, il y a une reconstruction. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je rappelle d'ailleurs juste pour mémoire que la première phrase écrite, dit-on, de notre tradition culturelle, écrite dans la pierre, Anaximandre de Milet, c'est Genesis kai phtora, phtora kai Genesis. Genèse et déclin, déclin et genèse. Un truc assez bébête, ce que je dis. Enfin, dans le fond, ce processus de perpétuation, de permanence et de continuité, et moi ça me fait toujours plaisir de rappeler que c'est la première marque sur la pierre qui par après va se retrouver dans la sagesse populaire sous diverses modulations. Alors, saturation. Saturation, c'est cela, moi, qui me paraît être en jeu. Saturation de ce modèle dramatique, ça a marché, ça ne marche plus. Et en même temps, à ce moment-là, recomposition, à partir de ces mêmes éléments, d'autres choses. Et c'est ça le tragique. Autant le drame repose sur le fait qu'il y a une solution, une résolution, autant le tragique, si je le dis en des termes très simples, c'est la combinazione italienne. C'est le gettigno brésilien, le petit geste. C'est le système D, vous voyez, d'une manière très empirique. En le disant d'une manière un peu plus sophistiquée, c'est le fait de s'accommoder. L'accommodation consiste en fond, avec un instrument ad hoc, de s'ajuster à un environnement. Non pas vouloir le dominer, mais véritablement, redisons-le d'ailleurs simplement, faire avec. Faire avec. C'est ce faire avec qui me paraît être l'élément essentiel de la postmodernité. Et comment cela peut-il s'appliquer? Je vous donne 2 ou 3 éléments de mon point de vue pour bien comprendre cet ajustement. C'est le glissement, je dirais, de l'histoire aux histoires. Alors, la philosophie de l'histoire, voilà la grande philosophie qui, qu'on le veuille ou non, c'est la philosophie hegelienne, bien sûr, très simple. Hein. L'humanité est partie d'un point A de barbarie et va arriver à un point B de civilisation absolue. C'est le mythe du progrès, le grand progressisme. D'ailleurs, on l'a tellement intégré que chaque fois, ça mérite. Moi, je pose toujours la question quand j'ai l'occasion de parler. Je dis qui ici même, vous, oserait dire qu'il n'est pas un homme ou une femme du progrès? Si on n'est pas progressiste, on n'est plus rien du tout. On est réactionnaire, on est des choses qui sont infâmes à bien des égards. Et de fait, tout simplement parce qu'on a ingurgité. C'est ça, je sais avec le lait maternel. Ce grand mythe du progrès repose sur, fondamentalement, cette conception, encore une fois, explicative du monde. Qu'est-ce que c'est tout simplement expliquer. On enlève les plis. Et de fait, la grande idée d'expliquer le monde renvoie encore une fois à ce fait qu'il y a une grande histoire maîtresse d'elle-même. Moi je dis de l'histoire aux histoires, avec un petit H, bien sûr. Et donc dans le fond, les histoires, c'est non plus, c'est pas l'explication, mais c'est l'implication. Il est un livre que vous connaissez peut-être, et qui pour moi traduit cela, c'est Deleuze, dans ce livre qui s'appelle Le Pli. C'est un livre sur Leibniz et sur le baroque, et qui est un livre fabuleux parce qu'il montre les plis, tout simplement. C'est ça l'implication, montrant en quelque sorte comment on ne peut pas simplement expliquer, au travers de la raison souveraine, au travers de la domination du monde et tout à l'avenant, ce qui a caractérisé le grand paradigme moderne, mais se nicher dans les strates de la nature, dans les strates de la mémoire, dans les strates en quelque sorte de ce qui a constitué là le phénomène de mon point de vue archétypal. Fondamentalement, c'est les plis. Je rappelle d'ailleurs que Deleuze s'appuie pour cela sur Giordano Bruno, cette idée de complication. Donc, il faudrait demander à Edgar Morin si sa société complexe ne revient pas à la complication. Chez Giordano Bruno, la complication, c'est la pluralité des mondes. Non pas, encore une fois, des arrière-mondes ici ou là, mais le fait qu'il y a une diversité, une pluralité, peu importe les termes qu'on peut employer, mais qui renvoie au fait, encore une fois, qu'il n'y a plus simplement de l'explication, mais plutôt de l'implication. Voilà la première caractéristique, pour moi, du sentiment tragique de l'existence. On est quelque part, on est d'un lieu. On est d'un lieu. Et là, c'est la deuxième caractéristique, non plus, encore une fois, l'histoire
assurée d'elle-même, mais l'espace. Et de fait, là encore, puisque j'ai cité il y a un instant Durand a une très belle expression, il parle d'une l'Einsteinisation, c'est la contraction du temps en espace. L'exemple qu'il donne d'ailleurs est très éclairant. Hein. Il rappelle la fameuse scène de la Madeleine chez Proust, hein, comment le narrateur, en trempant sa Madeleine, dont j'ai oublié une tasse de tilleul, je crois, de verveine, je ne m'en souviens plus, à ce moment-là se remémore toute son histoire. Hein. Et c'est là où il parle d'Einsteinisation, c'est-à-dire l'espace de la Madeleine, ce petit gâteau de rien du tout, va lui permettre la remémoration, en quelque sorte, de ces formes d'implication, ainsi que je viens de le dire. Pour moi, c'est quelque chose qui renvoie, et vous verrez, vous comprendrez pourquoi je dis que c'est un élément caractéristique du tragique, à la valorisation de l'espace, juste pour mémoire. Dans la grande marxisation du monde, Marx a cette belle formule, l'esprit de la ville rend libre, Stadt, Luft, macht frei. Et la ville, c'est-à-dire ce qui n'est pas enraciné, c'est-à-dire ce qui justement est le contraire de la glèbe. Hein. Et dans le fond, il y a eu toujours, je ne sais pas si vous le connaissiez, cet auteur, c'est un de mes amis qui était sociologue et psychiatre de surcroît, Joseph Gabel, spécialiste de Lukács. Et lui, en tant que psychiatre et sociologue, considérait que tout ce qui avait trait à l'espace était dans le fond une forme de schizophrénie, c'est-à-dire pas de bonne saisie du monde, et donc potentiellement pathogène. Et ça, c'était encore récemment, une petite 2 décennies, je ne me souviens plus, mais ça traduit bien en quelque sorte cette conception qui fait que seul prévalait l'histoire, et que l'espace était potentiellement pathogène. Qui est renvoyé, bien évidemment, à une dimension qui était à bien des égards dangereuse. Alors moi je pense au contraire que ce qui est en jeu actuellement dans le tragique, eh bien c'est une revalorisation de cet espace. Disons-le empiriquement et simplement. Regardez comment, hein, les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux, hein, dit René Char, ils anticipent. Moi je suis frappé de voir utiliser des mots comme celui de territoire, de pays, de terroirs, vous voyez, qui vont se décliner de diverses manières, mais qui dans le fond ne font que traduire la revalorisation de cet espace. Non plus encore une fois l'histoire avec cette idée que je vais dominer le monde, mais par contre l'espace, c'est une forme de destin. L'espace, il faut faire avec. L'histoire, potentiellement on la maîtrise, l'histoire, le territoire, le terraire, enfin peu importe les termes qu'on peut employer, renvoie à bien des égards au fait qu'il faut s'accommoder à cela. C'est cela l'implication. Non pas le dépassement, mais le fait que cela nous rappelle qu'il y a sémantiquement de l'humus dans l'humain. Moi je dis, et c'est ce rapprochement sémantique entre l'humus, l'humain et l'humilité qu'on peut avoir par rapport à ça, qui est une dimension, à mon avis, intéressante dans le tragique. La conception de l'histoire est une conception, et là je le dis sans aucune compétence psy, paranoïaque, mais dans le sens étymologique du terme, paranoïenne, hein, la pensée par en haut. Vous savez ce que dit Baudelaire de Dieu le plus grand des paranoïaques, hein, puisqu'il pense le monde par en haut. Et que, donc dans le fond, l'espace au contraire c'est métanoïaque, c'est-à-dire une pensée qui est de l'ordre de l'accompagnement, de la réversibilité, du feedback, du va-et-vient, etc. Et pour moi c'est ça la deuxième caractéristique, celle du tragique, cette spatialisation. Hein, et disons ce mot qui me convient tout à fait, d'Einsteinisation du temps, au travers de petits espaces qu'on va partager. C'est ça, les histoires. Donc encore une fois, une histoire qu'on va dominer, mais des petites histoires qui peuvent, à bien des égards, et soyez attentifs à ce mot, prendre la forme du destin. Le destin, je dis bien, c'est qu'il faut faire avec. On y croit, on n'y croit pas, mais il n'en reste pas moins qu'il y a là quelque chose qui n'est pas négligeable. Et la dernière caractéristique de ce tragique, c'est, là je le dis au travers d'une expression de Lévi-Brul, quelque chose qui est de l'ordre de la participation magique à ce monde. L'idée de participation qu'on va retrouver de diverses manières dans les divers polythéismes et animismes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus simplement un Dieu comme, par lequel j'ai commencé tout à l'heure, causa sui, monothéisme. Nietzsche disait monothéisme, monoïdéisme, monotonothéisme. On comprend comment il y avait une gradation à partir de ce mono. Là, au contraire, c'est plutôt de l'ordre du polythéisme, qui fait que, dans le fond,
eh bien, il y a une participation au lieu dans lequel on se situe. Et je dis bien une participation magique, un peu comme on a une participation au totem, une participation à la terre, à la faune, à la flore, sous ces diverses modulations. Une phrase de Nietzsche résume bien cela quand justement il réfléchit sur l'idée de participation. Il dit « Ici on pourrait y vivre puisque l'on y vit ». Ici on pourrait y vivre parce que l'on y vit. Et le fait, dans ce rapport autre, qui n'est plus un rapport, encore une fois, de la réduction de l'autre au même, mais du maintien de l'autre à bien des égards en tant que tel. Et c'est là où je glisse bien sûr la figure de Dionysos. Je le rappelle, les historiens des religions soulignent que Dionysos, il y a plusieurs termes. Moi j'ai écrit un petit livre sur Dionysos et j'ai fait un récapitulatif en quelque sorte de ce qui était dit de Dionysos. C'est un dieu au sans nom, voilà. C'est une divinité arbustive. Et c'est une divinité chtonienne, autochtone, c'est-à-dire non tonos, c'est ça l'humus. Donc non pas encore une fois ouranien sous ces diverses modulations, mais chtonien. Or Dionysos, dans le mythe de Dionysos, si vous en souvenez, ce sont les femmes de Thèbes, conduites par Agavée, la mère de Pinthée, qui vont chercher Dionysos, qui est l'autre absolu. Il est de Thessalie, c'est-à-dire c'est un métèque. Il est un dieu ambigu sexuel, on dit qu'il est bifronce, le grand gaillard barbu d'un côté et les faibles androgynes de l'autre. Et puis, ce que je viens de rappeler, c'est un dieu chtonien, et non pas à l'opposé des autres dieux qui sont ouraniens, c'est-à-dire qui renvoient au cerveau. Et donc, c'est ce métèque absolu, d'ailleurs, dans le fond, l'altérité poussée jusqu'au bout, qui est réintroduit dans la cité et, à bien des égards, réanime cette cité. Et ça, si vous voulez, si je fais le pendant de ce que je disais il y a un instant, c'est typiquement ce qu'on peut comprendre au travers du régime nocturne de l'imaginaire. Je dirais chez le diurne de l'imaginaire des objets contondants, des objets tranchants, des objets qui séparaient. C'est la grande idée de la séparation hegelienne, c'est la grande idée de la Spaltung freudienne. On coupe. Il y a, à bien des égards, une fonction qui est celle de dichotomisation. Alors que le régime diurne de l'imaginaire, Durand dit, c'est une coupe. C'est ce dans lequel on va se trouver. On va tant bien que mal vivre ensemble. Moi j'ai traduit cela d'une manière qui, je le reconnais, n'est pas très euphonique, mais je maintiens, je persiste et signe, je dis l'invagination du sens. C'est-à-dire, non pas le sens qui se finalise, qui est renvoyé vers quelque chose, j'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous-en, la formule connue du logos spermaticos, mais au contraire quelque chose qui va revenir ici, à la terre-mère, au trou, au vagin. Et cette idée d'invagination du sens est pour rappeler le fait qu'il puisse y avoir je pèse ici mes mots, qu'il puisse y avoir de la signification sans qu'il y ait de la finalité, c'est-à-dire qu'il y ait un but à atteindre. Et que nombre de pratiques juvéniles, à mon sens, sont actuellement tragiques, ne sont plus progressistes, et reprenant une idée qu'on retrouve dans certaines traditions culturelles et cultuelles, mais progressive. La philosophie progressive est une philosophie qui n'est pas progressiste. À l'encontre, d'ailleurs, très souvent, de ceux qui utilisent le mot progressiste, disent on est tenant d'une philosophie progressive, alors qu'ils se revendiquent comme étant progressistes. Mais là, c'est une confusion qui me paraît importante d'avoir à l'esprit. Le tragique, c'est la philosophie progressive. Le dramatique, c'est la philosophie progressiste. C'est-à-dire, alors, le tragique dans la matière pourrait se dire d'ailleurs d'une manière très très simple. Non plus la flèche du temps, Hegel, non plus le cercle réactionnaire, Nietzsche, mais la spirale. L'image de la spirale traduit en quelque sorte un oxymore qui résumerait cela et qui résume mon propos, c'est l'enracinement dynamique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dynamisme, une force, à partir, bien évidemment, d'une racine qui peut ici se décliner de diverses manières. On n'est plus là dans l'opposé du progrès ou du progressisme, qui serait la régression. Et il est une catégorie intéressante qui est celle de la régrédience. Je crois que c'est Michel Cazenave qui a essayé de traduire cela. Et je pense que cette idée de régrédience, eh bien, est une autre manière, dans le fond, de dire ce que je disais tout à l'heure en rappelant la phénoménologie, Schritt zurück. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il n'est pas simplement un retour en arrière, mais qu'il y ait cet enracinement, qui permet, à bien des égards,
une forme de dynamisme sous ces diverses modulations. Alors, appelons-le rebroussement archaïque. En français, nous n'avons pas de mot pour traduire cette idée de... Dans toutes les langues néo-romanes, italien, espagnol, portugais, il y a le mot ingresso. En français, il y a eu une occurrence, c'est d'ailleurs proposée par, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Élisée Reclus. Il était un géographe, vous en avez parlé déjà, oui. Élisée Reclus, anarchiste, un peu franc-mac, etc. Et c'est le seul qui a proposé l'idée de ingré. Alors, ingré, et dans le fond, c'est un peu ce qui me paraît être en jeu dans ce que j'appelle ici le tragique, c'est une énergie qui se focalise in, non pas pro gré. Dans le fond, ingré, alors ingré, c'est ingresso. Alors, je sais bien que en portugais, en espagnol, en italien, le mot ingresso a une autre signification quotidienne. Mais dans son sens étymologique, cette ingression est une forme de retrait, de niche. C'est ça pour moi, l'imagination du temps. Si je le dis en termes savants, on appelle cela l'orphanité. L'orphanité, c'est quand les mystiques, en quelque sorte, font un retrait pour mieux avoir un plus-être de diverses manières. Et cette orphanité serait une autre manière, de mon point de vue, de rendre attentif à ce rebroussement, qui à certains moments est nécessaire. C'est ça la conception tragique. Voilà, on pourrait continuer à l'infini mon propos, mais voilà en quel sens, si vous voulez, je pense que, et c'est pas tout à fait, c'est pas en contradiction avec le titre que vous avez donné à mon intervention, dans le fond, non pas dépasser le mal, mais s'en accommoder, très simplement, vivre sa mort de tous les jours, homéopathie. Et donc il y a une série de manifestations de se vivre la mort de tous les jours, qui est en même temps se vivre sa mort de tous les jours. C'est ce qui peut s'observer dans les affoulements juvéniles, c'est ce qui peut s'exprimer dans une sorte de sagesse démoniaque, qui peut s'exprimer dans ce que j'ai dit tout à l'heure, cet humanisme intégral, c'est-à-dire cette capacité de vivre l'humus dans l'humain, etc., etc. C'est ça le sentiment tragique. C'est-à-dire, encore une fois, un sentiment d'accommodement et d'accommodation. Accommodement et accommodation. Et là, ces deux significations qui sont importantes et l'une et l'autre. C'est cela le rapport par lequel j'ai commencé, le rapport à l'autre. Bien sûr, ici, l'autre avec un grand A. L'autre de la nature, l'autre de la déité, l'autre du groupe, pour moi, c'est celle de la tribu. Et c'est un peu, j'ai été frappé il y a peu de temps, je ne la connaissais pas cette expression de Jacques Lacan. Ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre. Voilà la différence entre une conception dramatique qui a déjà la réponse et cette conception que je dis, moi, tragique, au travers des diverses catégories que j'ai ici indiquées, qui est dans le fond la réponse de l'autre. C'est l'autre qui donne une réponse et non pas celui qui, d'une manière paranoïaque, semble l'imposer. Je ne sais pas si ça te satisfait. Merci.